Le Stade de France s'embrase un petit peu à l'issue de cette victoire très large, hein, 52 à 12. Alors, on vous pose immédiatement la question sur les réseaux sociaux de Sud Radio Rugby et c'est d'ores et déjà disponible le sondage Sud Radio Rugby de ce soir. Qu'est-ce que vous retenez de cette victoire de l'équipe de France? Est-ce que vous retenez le jeu du 15 de France? Est-ce que vous retenez la faiblesse japonaise? Est-ce que vous retenez Bielgaret en feu ou la rentrée de Jalibert? François, Daniel, il y a beaucoup de points positifs quand même ce soir. Sont-ils ternis par la faiblesse adversaire? À chaque fois que l'on analyse une performance et qu'on la trouve de bon niveau, ne serait-ce que sur le plan du résultat, les Français ont mis 50 points. Ils ont mis 8 essais, ils auraient pu en mettre 10. C'est quand même assez considérable dans un match international. Donc on peut dire que la mission est accomplie, que l'allure générale de l'équipe est en place, que le cœur est de jolis battements, que ça chante bien, c'est bien ensemble, c'est bien huilé. Maintenant, on va dire, oui, mais qui y avait en face? Là, nous avons une équipe du Japon qui a un certain nombre d'attributs, mais qui a aussi un certain nombre de lacunes conséquentes. Les attributs, ils vont vers la course, vers le mouvement. Les Japonais ont posé des problèmes, à la limite de problèmes de santé, presque des problèmes cardio, tu vois, c'est-à-dire ça fait courir les Français, quoi. Ça les a fait beaucoup courir, ça les a fait beaucoup se déplacer. À partir de là, bon, on peut dire que le Japon a lutté avec ses armes, mais son manque de puissance, sa difficulté à contenir le harcèlement de l'attaque française, la rigueur quand même, le talent notamment des attaquants, les extrémités aujourd'hui se sont frisées. On n'a pas beaucoup vu nos centres, tu vois, peu, mais on a vu nos ailiers, on a vu notre paire de demi. On a vu les avants du combat. Enfin, on peut dire que le Japon atteste que ce niveau-là est un peu haut pour lui. C'est pas un adversaire qui nous permet de nous étalonner objectivement par rapport à ce qui nous attend la semaine prochaine et même dans 15 jours contre les Argentins qui, rappelons-le, cet après-midi on en finit 50 quand même aux Italiens chez eux. Donc tu vois, il y a deux perspectives. Elles sont séduisantes pour le rugby de France. On a deux très gros matchs à venir. C'est pas une mise en bouche, c'est pas une mise en jambe, c'est pas un entraînement aujourd'hui. Non, ça ne serait pas correct de le dire. Mais il reste que le talent d'ensemble de ce 15 japonais n'atteste pas le très haut niveau mondial. La France aujourd'hui l'a eu relativement facile. Voilà. Ouais, c'est vrai que cette facilité, François, du jour, est-ce que quand même côté bleu, on a quelques indices d'un projet de jeu où évidemment c'est trop tôt et l'adversaire n'était pas au niveau pour qu'on ait des choses valables? Comment tu le ressens, toi? Non, mais je pense qu'il... Moi j'ai aimé l'enthousiasme, il ne faut pas non plus suranalyser ce type de performance, mais ce qui est intéressant, c'est, je trouve, la bonne qualité défensive, parce qu'il n'y a eu que 2 essais encaissés. Déjà, on avait besoin aussi de retrouver les idées claires sur ce secteur, et puis après, dans le volume, voilà, il y a eu des chances de fait, mais bon, il y avait 31-0 à la mi-temps, après, c'est difficile, hein, de tirer des analyses. Ouais, Alex, la sensation que nous avons, c'est que sur le plan collectif, sur le plan du corps général de cette équipe de France, elle est bien. Tu vois, ils sont ensemble, c'est assez harmonieux, il semble que le travail effectué, ils les mettent en place, tu vois, l'organisation défensive est bonne. On n'a pas eu la sensation que l'on faisait la grande répétition de ce qu'on appellerait le jeu combiné, ce qui est des combines qui ont été travaillés, préparés, tu vois, on n'a pas vu des lancements de jeu particulièrement originaux, on n'a presque pas vu des choses très intéressantes sur la touche, même sur les ras de mêlée, tu vois, les constructions des combines. Mais par contre, sur le jeu de mouvement, bon, on pourra dire que c'était plutôt bien. La défense japonaise a été assez appliquée, mais quand même fragile sur la puissance. Et donc, on pourra dire que c'est plutôt confortable comme sensation sur notre 15 de France, mais en même temps, que l'on se dit, on ne peut pas mettre ce match en comparaison avec ce qui nous attend. Et on n'a pas légitimement la possibilité d'être affirmatif sur le niveau aujourd'hui de notre 15 national. On peut dire quand même que tout le groupe des titulaires et des remplaçants, notamment le groupe des rentrants, ceux qui débutaient dans le 15 national, ont rempli correctement leur mission et attestent qu'ils peuvent jouer à ce niveau-là. Voilà. Justement, tu parlais du banc, Daniel. Tu as, durant ton commentaire, souligné le match de Michael Guillard, la rentrée de Paul Boudéan. Est-ce que ces rentrées-là sont de nature à bouleverser un petit peu les statuts, justement, parler de ces fameux statuts en avant-match? Ah oui, alors
attention parce que Alex, là nous avons sur ce poste-là, il y a quelques indécisions, c'est pas le cas, mais il y a quelques interrogations, notamment sur le caractère extrêmement généreux mais très obscur du jeu de François Cros, et donc très utile mais en même temps un peu flamboyant, sur l'usure un peu des deux majeurs de la troisième ligne qui sont en l'occurrence Grégory Andric et Charles Olivon qui lui a été un peu marginalisé. Donc sur la troisième ligne on sent que, tu vois, on sent qu'il y a des hypothèses d'interrogation comme elles sont aujourd'hui au niveau des centres. C'est les deux secteurs les plus interrogatifs, je dirais, dans la formation de l'équipe. C'est vrai que l'arrivée de Guillard, il peut bousculer un peu. Seconde ligne de préférence, troisième ligne centre, troisième ligne peut-être. C'est vrai que la performance de Paul Boudéan, elle le met en exergue. Il est le troisième ligne le plus vu de ce match. Il est celui qui met le plus de relief à sa performance. Donc, sur la troisième ligne, il y a interrogation de sûr. Sur les centres, à mon avis, il y a interrogation aussi. Les deux aujourd'hui sont à la fois toniques et incisifs, mais sans peu de relief dans un match quand même qui est autorisé. On a plus vu à la limite les centres japonais que les centres français. C'est des petites discussions, mais qui vont poser quand même un problème sur la composition de l'équipe à venir. Parce qu'après, je vois pas d'autre satisfaction majeure. Tu vois, tu peux dire que Atis Odbe a été correct. Tu peux dire que, je sais pas, Tatafou a été très correct. Mais sans doute pas de là à influencer la hiérarchie. Tu vois, mais sur les troisième lignes, sur les deux qu'on a cités, en l'occurrence Kia et Boudéan, et sur les centres, j'ai la sensation qu'il y a quand même de grosses interrogations. Interrogation redoublée par la blessure quand même de Flamand. Quelle est l'ampleur de la blessure? Est-ce qu'il sera compétitif la semaine prochaine? Oui. Ça c'est quand même le problème. Oui, parce que Thibaut Flamand, quand il sort, fin de première mi-temps, c'est rare qu'un joueur sorte, donc c'est qu'il est authentiquement blessé. Comme celui-là, on sait qu'il ne se plaint pas. Comme celui-là, on sait qu'il n'a pas le melon au point de la rajouter dans la blessure. Quoi, tu vois, donc on sent bien que, hop, s'il sort, Thibaut, c'est qu'il a quelque chose. Et il fait juste un geste, comme ça il montre son côté latéral gauche, me semble-t-il, avec la zone d'une côte flottante. Alors s'il a quelque chose dans cette zone-là, c'est pas bon. C'est pas bon à 8 jours, c'est pas bon à 5 jours, quoi. C'est pas bon pour un combattant. Et là, tu te dis, la performance de Kia, sans doute, elle lui autorise une ambition pour être titulaire la semaine prochaine. Dernière question, Daniel, j'essaie de remplacer ton micro plus près de ta bouche parce que c'est vrai que le bordel du Stade de France est très dur pour nous et pour les auditeurs. Dernière question, on a quand même un monde, et on le sait, qui sépare cette équipe du Japon et les All Blacks de la semaine prochaine. Ce monde-là, on va le découvrir un peu parce que je ne suis pas certain qu'aujourd'hui on ait été correctement préparé pour la Nouvelle-Zélande et ce qui nous attend la semaine prochaine. Oui, le match d'aujourd'hui, comme tous les matchs, je dirais, il a une originalité, il a une identité ce match. En même temps, il a un déroulement, mais il ne peut pas s'installer dans une perspective de préparation à un gros match qui nous attend, évidemment, contre les All Blacks. C'est assez difficile. Il reste un match de rugby qui dure 80 minutes et qui a 15 mecs en face, des Japonais, qui vont quand même te rentrer dedans avec un certain appétit tout le match. Donc, il a vu qu'il y a eu de la course. Donc, il semble que l'équipe de France aujourd'hui, à l'orée de cette aventure automnale, elle est de bonne forme, de bonne santé physique. Ça, c'est un indicateur correct. Après dans l'affrontement et des puissances, dans le rapport des stratégies, tu vois, t'es sûr que les All Blacks ils vont jouer tellement différent de ça, avec puissance, combinaison, schéma élaboré, efficacité technique individuelle, tu vois, tous les ingrédients du jeu de rugby de haut niveau seront du côté des All Blacks. Et là, on ne peut pas mettre ça en comparaison avec aujourd'hui. Non, il n'y a pas énormément de points qui nous permettent. On peut dire, les Français se sont bien bougés, ils ont bien bougé ensemble, ils se sont plutôt amusés, ce qui est intéressant aussi sur le plan moral. Cette équipe de France, elle ne s'est pas embêtée ce soir, je veux dire, elle ne s'est pas ennuyée, elle a ennuyé personne, elle a montré, j'allais dire, une prédisposition à ce que la semaine prochaine, sur sa route, viennent se présenter, ou dans les 15 jours à venir, deux des plus belles équipes du rugby mondial, que sont les All Blacks et l'Argentine. Nous sommes très en bouche pour voir qu'est-ce que ça va donner la semaine prochaine. Mais faire des comparaisons, non, je ne m'en sens pas capable. En tant que coach, entraîneur, je me dis, qu'est-ce que je retire du match d'aujourd'hui par rapport aux All Blacks? Rien, sinon que mes hommes soient en forme, qui me semblent avoir les dents. Les dents, ça veut dire l'appétit, ça veut dire
ça veut dire la joie du jeu, qui sont prêts à aller j'allais dire guerroyer, à aller affronter les Blacks avec probablement l'intégrité de leur talent. Et on voit bien qu'il y en a 3 ou 4 aujourd'hui qui sont des joueurs les plus aguerris, les plus anciens, qui sont peut-être un peu derrière. On repense encore une fois, peut-être pas Gaël Ficou, peut-être Gaël Ficou, peut-être Charles Olivon, ceux-là n'étaient pas concernés aujourd'hui ou pas beaucoup avec Gaël, mais un peu Aldrit, un peu nos centres, voilà. Mais si c'était pas une magnifique répétition, si c'était pas non plus une préparation, c'était un match qui se situe je l'espère, dans une impulsion, j'allais dire d'attitude morale pour les gros matchs à venir. Exactement, merci beaucoup Daniel d'avoir été avec nous. Toujours un grand plaisir de t'avoir au Stade de France et on a hâte de voir ce France All Black la semaine prochaine. Merci beaucoup Daniel d'avoir passé cette rencontre avec nous. On accueille sur Sud Radio pour le débrief Cédric de Castelnau. Salut Cédric. Il arrive Cédric, et puis parce que c'était prévu qu'il soit là bien plus tôt. Et puis David Gérard aussi. Salut David. Salut à tous. Comment ça va David? Ça va, un peu fatigué de ma journée, mais tout va bien. Oui, avec une très belle victoire. Raconte-nous quand même, tu as battu les Tonga. Ça c'est quand même très très fort et avec la manière en plus, parce que tu es sélectionneur aussi de la Roumanie. Oui, on a gagné 25-15 contre les Tonga. C'est un petit peu un exploit, surtout qu'on a joué le match avec 23 joueurs du championnat roumain, dont un de 2e division. Et on a gagné 25-15 en faisant vraiment une belle partie, notamment une très grosse deuxième mi-temps. Ouais, avec notamment la Roumanie a concassé les Tonga devant. Je dis ça comme ça. Ouais. Mais c'est la réalité. Ouais. C'est la réalité. Il y a eu un groupé de 40 mètres. Je veux dire, quand tu mets un groupé de 40 mètres à quelqu'un, c'est que généralement, il y a une supériorité athlétique, en tout cas d'organisation devant. Et ça c'est quand même ta spécialité, David. Et donc du coup, j'aime bien. Toute l'équipe Sud Radio te félicite. Battre les Tonga avec la manière comme ça, c'est très très beau. Bon, revenons sur France-Japon. On accueille Cédric de Castelnau cette fois-ci. Salut Cédric. Salut. Bienvenue sur Sud Radio pour revenir sur cette victoire 52-12 France-Japon. Et d'ailleurs, on fait un coucou à notre commentateur Nicolas Delage qui remporte le premier roi des pronos de cette saison puisqu'il avait annoncé 52-12 et il a donc le score parfait. C'est la première fois que cette saison ça arrive. Donc bravo à Nicolas Delage de Bordeaux. Donc Cédric, David, Clément, Quentin, Enzo, un tour de table très simple. Un mot pour qualifier le match. Le match, pas forcément la performance des Bleus, mais le match en lui-même. On commence par toi, David. Un seul mot. Un seul mot. Pragmatique. Pragmatique. Très bien. Ouais. Je suis surpris de ce mot. Je m'attendais pas à ça. Vas-y, explique-nous. Parce que là, ça m'intéresse vraiment. Parce que les Français ont fait ce qu'ils... Ils ont fait le job avec beaucoup de pragmatisme, notamment en début de match où sur chaque occasion pratiquement ils ont marqué. Ils ont eu un gros taux d'efficacité, même si en deuxième mi-temps tu baisses un peu pavillon parce que le score était fait, donc la motivation est moins là. J'ai trouvé les Français très efficaces. Très efficace. C'est l'efficacité que tu notes. Quentin Cavanis, quel est le mot que tu gardes pour qualifier ce match? Déséquilibré. Déséquilibré, ouais. Moi je te rejoins complètement. Clément. Tu m'as piqué une très bonne idée, Quentin. Non mais ça aurait pu être, tu peux être d'accord. Hein, tu peux avoir le même mot. Alors j'aurais dit sérieux, mais je suis d'accord avec Quentin. Déséquilibré aussi. Cédric. Oui, efficace aussi. Tu soulignes l'efficacité. Oui, surtout sur la première mi-temps, oui, c'est vrai qu'on les a sentis vraiment dans le match en première mi-temps, oui, efficace. Après, la deuxième mi-temps, comme on a dit, ça a été un peu plus, le score était fait, le match était fait, donc ça a été un autre match, entre guillemets. Alors on va parler vrai sur Sud Radio. Il y a le dernier mot, c'est celui d'Enzo, puis ensuite petite réflexion sur le match global. Enzo, quel est le mot que tu gardes pour qualifier cette partie? Ouais, dans le même thème, facile, je dirais. Facile, ouais. Alors, question pour un poil provoque. Est-ce que c'était un match de niveau international aujourd'hui là?
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir vu un match qui est tout dessus du niveau top 14? Je sais pas si ça va au match de Champions Cup. Je suis même pas je ne pense pas du tout. Je suis affirmatif. Je suis pas sûr que ça vaille un match de top 14 non plus. Hein, parce que déjà, normalement, tu vois, les matchs internationaux, quand ça démarre à 21h10, à 23h, c'est déjà fini. Là, on a dépassé depuis 10 minutes. Donc rien que le rythme du match était beaucoup plus lent que ce qu'on a d'habitude sur des standards internationaux. Oui, c'est ce que je dis. Mais d'habitude, un match de top 14, quand tu démarres à 21h10, le match, il finit vers 57 à peu près. Là, il a fini à 10. Ouais, c'est le genre de sparring partner, tu lui donnes des coups mais il te les renvoie pas trop, quoi. Tu vois, c'est bien pour t'échauffer. Après, moi il y a un côté. Ouais, David. Pardon. Vas-y. Non, mais en fait, on compare ce qui est incomparable. On compare la France, qui est le haut du panier du tiers 1, face au Japon, qui est du haut du panier du tiers 2. Ouais, mais qui est une équipe qui nous a dérangé il y a 4-5 ans, quoi. Ouais, mais il y avait pas Eddie Jones aux manettes, donc voilà, déjà. Quand même, parce que moi, je les ai trouvés, je trouve qu'ils sont moins flamboyants qu'avant, et ils jouent moins bien qu'avant, clairement. Mais c'est une escroquerie. Je suis désolé, mais pour moi, Eddie Jones est pas un escroc, c'est peut-être un peu trop dur, mais il est dépassé. Il est dépassé dans ses fonctions, complètement dépassé. Quelle est la dernière équipe qui a joué correctement au rugby sous Eddie Jones? Japon 2015. Ouais. Ça fait 9 ans. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Non, pour moi, il y a un déséquilibre total, mais c'est la réalité du rugby actuel, les garçons. Entre le tiers 1 et le tiers 2, il y a un monde. Hein. Donc le tiers 2 peut arriver une fois de temps en temps à titiller un tiers 1, mais la réalité, c'est ça, c'est 50 points. Hein. Il n'y a pas à rechigner. Hein. Quand on voit vous voulez un exemple? Qu'est-ce que ça a donné les Fidjiens contre les Écossais? Voilà. Ça a donné, ils se sont pris 50 points. Alors que les Fidjiens, c'est le haut du panier du tiers 2. Mais qu'est-ce qui crée cet écart? Est-ce qu'on est sur des capacités athlétiques? Est-ce qu'on est sur de l'organisation globale? Qu'est-ce qui fait cet écart qui semble gigantesque quand même entre le tiers 1 et le tiers 2? Il y a un peu tout. Il y a déjà le nombre de joueurs de très haut niveau qui jouent à haut niveau. Nous, la France, on a un réservoir dantesque. Si vous voulez vraiment comparer l'incomparable, la France, je crois que la France était un budget annoncé à 170, je crois, le dernier budget que j'avais vu. On prend la Roumanie, tiers 2, qui est une équipe moyenne de tiers 2, c'est 3 millions de budget. Et en fait, le budget, ça fait pas tout. Mais en fait, ça pèse quand même. Ça pèse dans les conditions de travail, ça pèse dans la qualité des joueurs, parce que tout dépend d'où viennent les joueurs. C'est toujours pareil. Aujourd'hui, moi, j'affrontais les Tonga, qui sont une équipe de tiers 2, mais une grosse équipe de tiers 2. Ils sont venus avec 9 joueurs des Moana Pacifica. Tu aurais vu la différence quand même. Hein. Tu avais l'impression qu'ils étaient en marche accélérée, les 9 là. Qu'ils avaient. Ah non, mais oui. Non, mais tu vois, par exemple, moi j'ai trouvé l'arrière Tuitama cataclysmique. Je l'ai trouvé difficilement. Je pense qu'il est difficile de le faire jouer en Pro D2, Malo Tuitama, honnêtement. Et par tout hasard, je vais sur le compte Twitter, et d'ailleurs on vous le conseille, Asie Rugby, qui est un véritable spécialiste du rugby japonais depuis de très nombreuses années. Et il avait tweeté: les choix d'Eddie Jones, il va falloir en parler, c'est un gag. Il se plaint de ne pas avoir de réservoir sur la ligne de 3/4, mais il ne sélectionne pas Futo Yamaguchi de Shizuoka, qui est un joueur très explosif, qui est le meilleur arrière japonais du championnat actuellement, et il choisit Tuitama. Il y a quand même moi j'entends bien David qu'on essaie de mettre un jeu où il y a de la vitesse dans cette équipe du Japon, avec des sorties très rapides, avec plusieurs sorties, avec des 3/4 qui sont toujours en mouvement. Mais il n'y a aucun duel gagné. Il n'y a aucun duel gagné ballon en main. Donc il y a ce côté très prévisible, et pour une défense, j'ai pas l'impression que la défense de l'équipe de France a été en difficulté une seconde aujourd'hui, quoi. Non, après je vais être assez agressif et il faut appeler un chat un chat. Est-ce que vous avez vu la composition d'équipe du Japon? Combien il y a de Japonais déjà dedans? Ouais. Aujourd'hui, Eddie Jones, il a densifié avec des Néo-Z, des Fidjiens, des Tongiens, des Australiens, des Sudaf. Il a densifié
Mais en fait, ça a dénaturé un petit peu les Japonais. Aujourd'hui, la base du jeu japonais, c'était des Japonais qui allaient très vite, qui se déplaçaient très vite, qui avaient une technique individuelle très forte. Bien sûr, ils avaient des gabarits qui n'étaient pas monstrueux, mais en tout cas, ils posaient des problèmes à tout le monde par leur vitesse et par leur jeu de mouvement. Et ben là, j'ai vu une paire de centres japonaises qui m'a pas fait une passe du match. Ils rentraient, ils allaient au défi physique, et ils voulaient essayer de gagner la ligne d'avantage face à Moefana. Et tu te dis, à un moment donné, tu marches sur la tête, quoi. Vous avez reconnu le jeu japonais, vous l'avez reconnu? Non, bah si, il est sorti rapide, on l'a vu un petit peu, mais en dehors de ça... C'est tout. Ouais. C'est tout. Est-ce qu'avec humilité, est-ce que tu es toujours très, très humble, toi, là-dessus, je sais, David, mais est-ce que là, en voyant ce Japon, tu t'es dit, avec mon équipe de la Roumanie, on peut les emmerder, quoi? Est-ce que tu t'es dit ça? Non, je me suis pas dit ça. Je dis pas que tu t'es dit que tu allais leur mettre 40, mais tu t'es dit, bon, ça me fait pas très peur, ça non plus. Comment tu l'as vécu, toi, d'un œil d'un autre sélectionneur? Bah en fait, j'ai la Coupe du Monde encore en tête et ça m'a fait relativiser les choses. Tu te dis que tu peux arriver sur un épiphénomène une fois à contrarier une équipe d'un niveau au-dessus. Mais la réalité te rattrape, elle te rattrape toujours. C'est que sur la durée, tu as du mal à tenir. Et là, le match, quand je l'ai vu partir, je me suis dit, ils vont me prendre une sacoche, ils vont me prendre un saut. Ils n'arriveront pas, les Japonais, ils tiennent pas physiquement. Ils se déplacent plus rapidement comme avant. Donc en fait, ils vont pas poser de problème aux Français, ils vont venir dans le défi physique. Mais aujourd'hui, c'est comme frapper un mur. Et on fait partie des paquets les plus denses du monde. Donc je sais pas, j'ai du mal à adhérer à ces changements d'identité, à ces coachs qui arrivent et qui veulent que eux imposer leur identité. Mais en fait, tu dois coller à l'identité du pays, quoi. Tu dois faire en fonction des joueurs que tu as. Qu'il a lui-même façonné, Eddie Jones, il y a 9 ans, on le rappelle, avec un jeu très rapide, très typé, très radical. Bah ouais, généralement c'est que c'est pas top. Est-ce que c'est un match qui fera date, Cédric, de Castelnau, ou dans 2 ans on s'en souviendrait même plus? Non, je pense que c'est pas un match qui fera date parce que voilà, il y a pas trop d'intérêt à part en première mi-temps comme je disais, mais sinon après. Donc là, dans 2 ans, je te dis, tu te souviens de France-Japon, tu me diras pas trop. Non, sans plus, non, c'est vrai, parce que voilà, après, on se souviendra sans doute plus de celui de la semaine prochaine. Et moi, là, par rapport à l'équipe qu'on a vue aujourd'hui du Japon, j'aurais une question pour David Gérard, parce que quand on a vu la Coupe du Monde avec ce qu'ont fait les Portugais, notamment au Stadium, est-ce qu'il pense que peut-être les Portugais même auraient pu battre cette équipe du Japon, là, actuellement? En Coupe du Monde, sûrement. En Coupe du Monde, sûrement, vu la dynamique. Après, la réalité, c'est que tu vois, le Portugal vient de perdre à domicile contre les USA 21-17 ce soir. Donc en fait, aujourd'hui, la réalité. Ce sont les joueurs de Pro D2 a priori, hein, si je me trompe pas, côté Portugal. Ah si, il y avait. Ah si, ils avaient une équipe. Ah non, ils avaient. Tu me dis, j'ai vu l'image. Oui. Il manquait que Sam Marquez. Oui. Que Sam Marquez. Mais que pour le Portugais, c'est quand même pour le Portugal, c'est beaucoup quand même Sam Marquez. C'est beaucoup. Ah non, il manquait aussi l'ailier de Colomiers, Pinto et. Et comment il s'appelle? Et est-ce que le troisième ligne était là? Oui, Madera était là. Madera de Grenoble était là, Ferreira de Dax était là. Non, ils avaient appelé tout le monde. Le truc, c'est qu'ils sont tombés sur un os parce que l'instabilité, c'est les pays du tiers 2. Et en fait, le Portugal, comme tout le monde, il est un peu instable dans ses performances. Et c'est vrai que cette instabilité me fait amener quand même ces questions des matchs entre les tiers 1 et les tiers 2 qui sont, je pense, très importants pour les équipes du tiers 2, mais qui donnent quand même des matchs avec énormément d'écart. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On va essayer d'évoquer les grands enseignements de cette rencontre entre la France et le Japon. Sud Radio, la radio du rugby. Vous êtes sur Sud Radio après la large victoire de l'équipe de France 52-12 face au Japon, des Japonais qui n'ont absolument pas fait jeu égal face à l'équipe de France, qui ont complètement même explosé en vol. On rappelle les marqueurs d'essai: Bielbiaré à la 3e, Gailleton à la 9e, Roumat à la 18e, Bielbiaré de nouveau à la 27e, Movaca à la 33e, Jean-Baptiste Gros, très gros match de Jean-Baptiste Gros à la 41e, un essai de Boudin à la 53e, un autre de Boudin à
la 64e. 2 essais côté japonais inscrits par Tatekawa, le demi d'ouverture, et par Tatafu qui est sorti blessé. Le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles est sorti blessé juste après son essai à la 60e minute de jeu. 52-12, David Gérard, Cédric de Castelnau, Douglas Delecat. Quels sont les grands enseignements de cette large victoire? Alors on vous pose un peu la question sur le compte Twitter Sud Radio Rugby. Qu'avez-vous pensé de ce France-Japon? Qu'est-ce que vous retenez? C'est plutôt ça l'idée. Qu'est-ce que vous retenez de ce France-Japon? Le jeu du 15 de France, la faiblesse du Japon, Bielbiarré en feu, la rentrée de Jalibert. Qu'est-ce que vous notez? Est-ce que ça fait partie de ces propositions-là ou est-ce que vous avez autre chose à mettre en lumière? Douglas Delecat. Salut Douglas. Salut à vous. Et moi je retiens que Meafou c'est costaud et que Meafou il fait vraiment de bien en deuxième ligne et qu'il y en a un qui peut un peu nous aider à bouger un peu les Blacks, ce sera bien lui et il nous fera des joueurs comme ça la semaine prochaine avec cette envie-là et cette envie d'avancer et d'entrer dedans quoi. T'as été impressionné par le match d'Emmanuel Meafou. Toi, Cédric de Castelnau, qu'est-ce que tu retiens? Quel est le grand enseignement de ce France-Japon? D'un côté, comme on a dit sur la première partie, la faiblesse du Japon, certes, mais après, si on doit retenir quelques joueurs français, en premier, Bielbiarré, parce que c'est vrai que voilà, que ce soit dans la rapidité, ce qu'il a mené, ses crochets et tout, comme en championnat en fait. Mais après aussi, une très bonne rentrée de Boudéant aussi. C'est vrai que voilà, il a fait une bonne rentrée, ne serait-ce que sur les essais qui marquent et en défense aussi où il a fait un bien fou quand même, où il met 2-3 cartouches, où il fait reculer ses adversaires de 2-3 mètres. Et ensuite aussi Movaka un peu parce que qui commence à talonneur, qui finit en troisième ligne L, qui fait des débordements, qui retrouve un peu des ballons en hauteur et qui a couru quand même pas mal. Donc c'est vrai que je pense que ces 3 joueurs, on les a un peu plus vus que les autres. Ouais, c'est vrai qu'il y a des belles performances individuelles. Qu'est-ce qu'on retient au global, Clément Combe? Au global, on retient que les choix de Fabien Galtier sont bons sur ce match, les choix des joueurs. Tatafu fait une prestation plutôt correcte. Louis Bielbiarré est donc l'ailier titulaire numéro 2 indiscutable. Thomas Ramos a très bien animé le jeu du 15 de France. Et d'ailleurs, il faudrait venir un peu en profondeur, mais la rentrée de Mathieu Jalibert, elle lui fait du mal à lui-même un petit peu sur la comparaison. Et j'y mettrais une question de confiance là-dedans, parce que je ne pense pas qu'il soit mis en confiance à 100%. Mais de manière globale, la conquête est propre. Pas convaincu par la rentrée de Jalibert, toi? Pas complètement. Pas complètement. Et je pense que c'est pas forcément une question de niveau intrinsèque, c'est plus une question de la confiance qu'on lui accorde tout simplement et du crédit qu'on lui donne, et je pense que ça le met pas en confiance. Et après, globalement sur le jeu, on en a parlé au cours de la rencontre à la mi-temps, c'est difficile de tirer de réels enseignements de la prestation des Bleus. Non, mais là où je suis d'accord sur Jalibert avec Clément, c'est que le pauvre, il arrive, il se fait déjà écarter, on met un arrière à sa place en tant que numéro 10. Tu sens que voilà, c'est la 2e roue du carrosse ou la 3e roue du carrosse au poste de numéro 10 en France. Il rentre, il se fait intercepter et il manque un coup de pied facile derrière. Tu vois, niveau confiance, là, à mon avis, lui, c'est pas celui qui va sortir du match avec le sourire alors que son équipe a mis 52 points. Je pense qu'aujourd'hui, Jalibert, il va faire la gueule alors que tout le monde va faire la fête. Quel est le grand enseignement de cette partie, David Gérard? Quels sont les grands enseignements? Est-ce que tu veux parler notamment de la 3e ligne, de Roumat peut-être? Qu'est-ce qui te vient en tête là? Non, j'allais revenir un petit peu sur les mêmes joueurs. J'ai beaucoup apprécié Boudéant, j'ai beaucoup apprécié Movaka, Bielbiarré, j'en parle même pas. Je pense qu'il y aura un casse-tête à un moment donné. Si tu vas aligner un petit peu tout le monde quand Ntamak va revenir, c'est vrai que va falloir un peu trouver des places pour tout le monde. Après, pour Jalibert aussi m'inquiète du fait que si, pour moi, il n'a pas été aligné titulaire, c'est qu'il a du mal à tenir un système. Il a du mal à suivre une trame. En fait, pour moi, Jalibert, c'est un joueur hors système. C'est un mec qui serait super fort en super rugby, où tu vois, c'est un petit peu l'attaque à outrance, ça tente des coups de partout. Dans la gestion, c'est plus complexe. David, est-ce que c'est un joueur hors système ou est-ce que c'est un joueur qui a du mal quand le système n'est pas centré autour de lui? Disons qu'il pèse dans le système. Il est obligé d'être une pierre angulaire du système. C'est pas un garçon, pour moi, qui fera très bien jouer les autres autour de lui.
c'est lui qui va bien jouer. En fait, c'est lui qui va tenter son par-dessus. Tout le monde connaît son par-dessus. Il le fait à tous les matchs. Et en plus, il marche. Parce qu'il est talentueux. Voilà, il a cette façon de jouer où par moment, écoute, il est obligé de capter l'attention par sa façon ultra offensive de jouer. Et c'est un excellent joueur. Mais pour moi, Ramos a plus de capacité à tenir un système. Tu vois, il va être plus dans le contrôle du système. Utilisation. Ne faut-il pas des joueurs un peu de chaos comme ça qui, justement, quand le système ne va pas bien, peuvent te sauver? Ouais, mais en remplaçant du coup. Oui, sortir du banc. Il faut les faire sortir du banc. Mais là, il a pris un coup derrière la tête, je pense. C'est un mec qui marche beaucoup à l'affectif, Jalibert, et à la tête. Hein. Et je pense que le gamin, il a dû prendre un coup derrière la tête en n'étant pas aligné. Je pense qu'il a dû prendre un coup de bambou. Au niveau de l'ego, ça doit faire mal. Hein. Ouais, il a dû morfler, non, mais c'est vrai. Je me pose, je ne sais pas si François est toujours avec nous au Stade de France pour évoquer le cas, j'ai l'impression, pour évoquer le cas Jalibert. C'est un peu un cas, un petit cas dans cette partie, hein, quand même. Mathieu Jalibert, c'est pas la chose la plus importante de cette rencontre, mais est-ce que tu l'as senti un peu isolé par son entrée, par sa prestation et par surtout le match des autres? D'abord, je ne l'ai pas senti isolé dans sa relation aux autres, parce que tu vois, avec Ramos, il y avait beaucoup d'échanges et quand à un moment il dévie sur son jeu au pied, les autres sont venus sur l'interception et sur son jeu au pied, voilà, il est pas, pour moi, il n'est pas coupé de l'équipe. Après, le manque de confiance, je pense qu'il est réel parce que c'est pas facile de s'y mettre et que je pense qu'il doit fonctionner un peu comme ça. Je le connais pas bien et peu importe, mais vu ce qu'il est capable de faire quand même dans un environnement où il est le taulier, là effectivement il doit gamberger, donc je pense qu'il faut le remettre dans le coup parce que ça reste quand même un joueur qui a quelque chose, quoi. Enfin, il se fait intercepter par son collègue de club Tatafou, le troisième ligne, mais si il donne une fraction de seconde avant, il y a essai de Dupont, c'est sûr. Donc voilà, bon, il emmène quand même, enfin, il amène quelque chose, il amène de la vitesse, on le connaît, mais bon, je pense qu'il doit retrouver un petit peu de confiance en bleu et ça commence par des entrées comme ça, et puis même si elle n'est pas extraordinaire parce qu'il y a 2-3 trucs qui sont moyens, et quand même, enfin, je sais pas, en tout cas au stade, dès qu'il intervient, il y a un truc quand même de vitesse, notamment sur la qualité de la passe aussi. François, je veux clôturer avec toi avant de te libérer, puisque tu commenteras aussi ce France Black la semaine prochaine. On s'attend quand même à un match très 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 différent, avec une opposition d'un tout autre niveau. Est-ce que ce soir, tu as l'impression que les Bleus ont assez travaillé avant d'aller vers les All Blacks désormais? Moi je pense que oui, parce que 31-0 à la mi-temps, il y avait 5 essais, ça a été quand même assez sérieux, en défense mais pas que, il y avait une volonté de jouer, on sentait que les joueurs étaient quand même contents de se retrouver, ça compte, hein, parce qu'on sent quand même qu'il y a un groupe, et ce groupe-là il s'est ouvert à des jeunes depuis cet été, là aussi il y avait quand même un panachage qui était intéressant dans la compo, et il y a quand même une identité malgré tout, il y a une volonté de jouer, on sent cet esprit, d'ailleurs dans les accolades de fin de match, voilà, on sent cet état d'esprit, et moi j'ai l'impression que ce soir le nouveau cycle est reparti et que finalement ils ont les informations qu'ils voulaient avoir, c'est-à-dire il y a plein de choses à améliorer, c'est sûr, mais je pense qu'ils seront prêts samedi pour recevoir les Blacks. Merci beaucoup François, et on se retrouve évidemment dès lundi pour revenir sur tout ça avec les vraies voix du rugby à partir de 20h. Belle soirée du côté du Stade de France. Cédric, merci d'avoir été avec nous ce soir. Est-ce que quand même tu as passé un bon match? Tu as passé une bonne soirée tout de même? On retient du positif. Quand la France marque 52 points, on peut ne passer qu'une bonne soirée, c'est sûr. On est d'accord. On est d'accord, Cédric. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un petit dernier mot aussi avec toi, Douglas de Leucate. Douglas, tu le sens comment là face aux All Blacks ce match? Très sincèrement, j'ai vu le match hier soir des All Blacks. Ouais. Les All Blacks, c'est costaud. L'Irlande en face, ils ont été costauds aussi. Ça tape, c'est très costaud devant. Très sincèrement, vu l'adversité qu'on avait ce soir, on s'est préparé à rien du tout pour ce match-là, hein. Très sincèrement, parce que c'est. Tu crois pas du tout à la théorie on va monter en puissance grâce au Japon? Alors, la première mi-temps me donne envie d'y croire. La deuxième mi-temps, j'ai l'impression que physiquement, on n'y est pas. Très sincèrement.
Voilà, on a vraiment baissé le pied parce qu'on était dans la tête déjà tourné vers eux. Mais l'intensité qu'il y a eu en deuxième mi-temps, si tu mets la même contre les Blacks, tu vas te faire marcher dessus. Hein. Ah, et puis tu peux te faire mal, hein, parce que ça t'aime dur. Exactement. Parce que franchement, le match d'hier soir, moi, ils m'ont impressionné les Blacks. Hein. J'ai pas vu le match contre l'Angleterre. T'écoutais Douglas là. Tu regrettes en fait, dans la programmation de ces matchs, il y a eu le Japon aujourd'hui? J'aurais préféré inverser à la limite l'Argentine et le Japon. Ouais. C'est pas un adversaire, tu penses, digne de l'équipe de France avant d'affronter les All Blacks? Le Japon de 2015 est un adversaire digne. Le Japon de cette année, je sais pas si ça vient de Jones, si ça vient du fait qu'ils aient pas pris leurs meilleurs éléments ou quoi. Mais franchement, moi j'ai l'impression de voir une équipe de top 14 contre une équipe de bas de tableau comme Valence de Pro D2, quoi. Très sincèrement. Pas cool pour Valence. Non, je rigole Douglas, hein. Bien évidemment, j'ai pas envie de te mettre au cœur de soucis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Douglas du côté de Leucate. Belle soirée sur la côte méditerranéenne. Merci à vous aussi, bonne soirée. Et on retrouve Ludovic de Mont-de-Marsan. Salut Ludovic, comment tu vas? Salut Alexandre, salut l'équipe. Écoute, ça va, détendu. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas d'une grande tension ce soir, c'est sûr. On est même plutôt content. Ouais. On a vu du très positif. Si vous nous revenez sur Sud Radio, le succès 52 à 12, 40 points d'écart quand même. Tiens, quel est ton mot, toi, pour qualifier ce match? Clinique, je dirais. On a vu des phrases très réalistes. Vous êtes tous d'accord avec cette efficacité-là. Le score est lourd? Tu trouves trop lourd? Non, pas forcément trop lourd, mais on a été quand même très réaliste. On a su utiliser énormément les couloirs, avec notamment Belbarré de son côté. Parce qu'on a eu quand même aussi du déchet. On a eu de la perte de balles, on a été pénalisé une douzaine de fois. Enfin, je sais pas les statistiques, mais voilà. Après, il y a eu un élan offensif surtout en première mi-temps, un peu plus en gestion en deuxième mi-temps. En effet, peut-être à tête tournée vers les Blacks, face à une équipe que je m'attendais davantage plus vive, mais c'est David qui a dit clairement que cette équipe du Japon a changé d'identité de jeu et ça ne leur correspond pas forcément. Pierre Amiche, notre journaliste Sud Radio, qui dit sur son compte Twitter, pas grand chose à noter, une équipe de France pas si sérieuse que ça, mais inspirée et ambitieuse face à une petite équipe nippone, sensation d'assister à un entraînement dirigé. Oui, c'est un galop d'essai. Moi je trouve ça. Moi je suis désolé, je suis embêté avec ça, quoi. Ça m'embête de me dire que on en a combien des matchs intéressants par année au sein du CAS de France. On a les 3 matchs de novembre, on a le tournoi destination, puis l'été c'est pour faire tourner et quand ça se passe bien, dans le meilleur des cas. Oui, mais donc c'est une question de programmation. Et Alexandre, donc la programmation elle est pourrie. Je suis désolé. Oui, moi je suis un peu. Je reste sur ma fin de cette programmation. Et Alexandre, en conf de presse à l'instant là, j'écoute ce qui se passe en conf de presse. Alors c'est les Japonais en ce moment, donc je vous passe l'interview parce que forcément sans traduction c'est compliqué à comprendre, mais de ce qu'on peut sortir, c'est qu'ils expliquent que la puissance physique, que la différence de puissance physique en faveur des Français les a empêchés de mettre leur jeu en place. Ah bah tu m'étonnes. Voilà. David, je te vois acquiescer. En même temps, qu'est-ce que tu veux? Non mais c'est... Oui, après à partir du moment où tu avances pas au rugby, c'est sûr c'est toujours plus compliqué. Après j'ai pas vu les Japonais venir trop chercher les couloirs extérieurs qui étaient la base de leur jeu. Je les ai pas vus faire du jeu debout. Je les ai vus faire beaucoup de jeux à 0 passe. Ça m'a étonné. Hein. Ça m'a étonné. Je trouve qu'ils ont perdu un peu la quintessence de ce qui faisait leur jeu qui était atypique en fait. Et c'est les profils aussi. Ils ont voulu densifier leur paquet. Ils l'ont densifié un petit peu plus, donc quand on est fermé, c'est plutôt correct. En touche, ils se sont améliorés. Ça, il n'y a rien à dire. C'est Matfield qui s'occupe de la touche du côté du Japon, donc c'est plutôt cohérent. Mais après, il faut avoir des ballons, mais après, il faut les jouer, quoi. Et il y a un autre problème là, qui est souligné aussi, c'est la continuité. C'est ce que tu disais tout à l'heure, parce que là, il parlait de Saito en conf de presse à l'instant. Il dit qu'il le sentait beaucoup plus en forme, mais il ne peut pas savoir s'il sera là pour le reste du tournoi. Tu vois ? Donc tu peux démarrer de novembre. Ouais, tu peux démarrer avec un joueur et puis il s'en va parce que si son club a besoin de lui. Ouais, mais c'est vrai que ça doit pas être évident de gérer une équipe comme le Japon où il peut y avoir des joueurs un petit peu à droite à gauche. J'imagine que ça doit être assez compliqué.